Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être ici dans cette salle avec vous. Je vous dis déjà que je vais tout faire pour que dans 30 minutes, vous n'ayez pas regretté, vous, d'être ici devant moi. Donc je vais essayer de vous donner, en tout cas, une vision et puis 3 convictions autour, effectivement, du très haut débit, des réseaux, des personnes et puis des objets connectés. Alors ici, moi, je viens, j'allais dire, à votre rencontre. C'est l'occasion, le Web Today, de venir à votre rencontre. Et puis, je vais essayer, dans un premier temps, de vous donner la vision qu'a Orange des infrastructures lourdes, des réseaux, de la connexion très haut débit, des personnes, bien sûr, mais des entreprises et des objets connectés. Et puis, faire le lien avec vous, qui êtes, j'en suis sûr, en tout cas, il y en a un certain nombre dans la salle, des entrepreneurs audacieux, qui arrivaient à inventer des nouveaux modèles d'intermédiation, qui inventaient des services, des usages. Et j'espère qu'à la fin de ces 28 minutes, vous aurez pu constater que ces deux mondes sont absolument interdépendants, mais j'allais dire dans une interdépendance positive, et qu'on a besoin les uns des autres. En tout cas, c'est ma conviction. J'espère que vous la partagerez. Alors, notre métier est en fait très simple, sur le papier. C'est connecter des hommes et des femmes, et puis de plus en plus, alors je vais essayer de le retrouver parce que c'est de plus en plus petit, voilà, avec ces petites nano-SIM, on connecte des objets aussi entre eux, et avec les hommes et les femmes, avec ça ou d'autres systèmes d'open source qui permettent voilà, de connecter des objets entre eux. C'est ça notre métier en fait. On est quelque part des entremetteurs, mais de très grands entremetteurs entre des personnes et des objets. Alors un chiffre, il y en aura pas beaucoup dans la présentation, mais celui-ci est important. À l'horizon 2020, même si les chiffres peuvent varier, on pense que 15% de l'ensemble des objets que nous avons autour de nous, à la maison ou en nomadisme, seront connectés. Alors on n'est pas sûr que ce 15% ne soit pas 20 ou 30. On est sûr d'une chose, c'est que ce nombre est en croissance dans toutes les études, et qu'un jour, en tout cas c'est ma conviction, je pense que l'ensemble des objets du quotidien, de ce que vous utilisez chez vous, de ce que vous utilisez au travail, et puis de ce que vous utiliserez de plus en plus en nomadisme, seront des objets connectés à un réseau. Et donc ça, c'est le cœur quand même du sujet, c'est qu'il faut qu'on ait les capacités, la vitesse, la réactivité pour pouvoir connecter l'ensemble de ces objets. Alors des exemples très simples, parce que je vous en ai donné 4, mais on pourrait en trouver des milliers aujourd'hui, des exemples qui existent, pour vous montrer que les combinaisons sont infinies. Donc là, l'exemple d'un ballon qui est connecté à son mobile. On voit un autre exemple là sur un coussin qui est connecté. La semelle avec une connexion Bluetooth, parce qu'il y a différentes technologies aussi, qui permettent d'être connectés c'est une sorte de smart pantoufle. Et puis un dernier exemple qui concerne les bébés. Vous voyez qu'il y a des couches connectées. Pour vous, papa et maman, c'est quelque chose d'important et qui va nous permettre d'offrir demain de nouveaux services. C'est quelques exemples pour dire que demain, à travers les usages, et beaucoup aujourd'hui à travers les applications mobiles et différents types de connexions, franchement, là, vous êtes des entrepreneurs audacieux et pleins d'idées. Je pense que les idées sont illimitées et qu'on peut créer des combinaisons dans tous les sens. Ce qui vous confirme, en tout cas, moi, me confirme dans cette conviction que beaucoup de tous ces objets usuels du quotidien seront connectés à l'horizon 2020 et plus encore à l'horizon 2030. Alors, je vais vous parler de réseau, parce que c'est vrai qu'Orange, vous vous attendez quand même à ce qu'on parle un peu de réseau. C'est notre métier de base, d'être opérateur de réseau. Et je vous ai montré, voilà, sur cette petite historique, comment ont évolué les réseaux. Alors, le grand changement, je vais plutôt aller en haut et à droite, c'est qu'on a eu des phases de développement qui étaient successives jusqu'à la 4G. On développait la 3G, on déployait la 3G, on développait la 4G, on déployait la 4G. Aujourd'hui, les temps de développement se sont beaucoup accélérés avec la préparation de la 5G et avec parfois, j'y reviendrai tout à l'heure, des technologies intermédiaires, comme les technologies LoRa, qu'utilise Orange, mais il y a aussi d'autres technos comme Sigfox, qui permettent de faire le lien et de passer de la 4G, qui est encore un mobile qui permet d'avoir un smartphone, j'allais dire, pour faire de la voix et de l'Internet mobile, à la 5G,
qui va permettre d'avoir un grand débit, qui va permettre d'avoir des temps de latence très réduits, et qui va donc nous amener dans un monde de la data qui est quasiment infini. Je lisais récemment qu'un opérateur, un grand opérateur mondial, mais on peut dire qu'Orange souscrit à cette représentation, donnait 2 chiffres, mais très parlants. Entre 2010 et 2020, le volume de data aura été multiplié par 1000. Le volume de data utilisé en mobilité, donc via le smartphone, aura été multiplié par 1000 sur la période. Ce qui est important, c'est de vous faire comprendre que cet enjeu du débit, des réseaux, est absolument primordial, parce que sans ce réseau, et sans ce réseau d'avenir et la 5G, on ne pourra pas connecter les millions, milliards d'objets que j'ai cités tout à l'heure, et on n'aura pas accès aussi à un certain nombre de services. C'est aussi un élément important, c'est qu'aujourd'hui, dans cette frénésie de nouveaux réseaux, on avait des besoins de débit et de couverture. Donc étendre notre couverture, étendre les débits. Aujourd'hui, on a besoin de réduire les temps de latence pour offrir de nouveaux services à nos clients. Et les temps de latence, dites-vous qu'aujourd'hui, on est entre 20 et 30 millisecondes sur un mobile, alors qu'on est proche de 1 sur la fibre à la maison, et qu'on se rapproche de 1 aussi sur la technologie 5G. En tout cas, c'est l'objectif. Donc c'est un grand chantier qui commence et qui permettra, on va dire, à partir de 2020, d'offrir une connectivité qui sera révolutionnaire par rapport à tout ce que l'on connaît aujourd'hui. Alors, un petit schéma qui vous montre que les différents besoins et aussi les liens avec l'IoT, c'est-à-dire les objets connectés. Donc, vous voyez des besoins classiques que vous retrouvez aujourd'hui, des besoins de débit qui sont liés au fait qu'aujourd'hui, on a besoin de consulter, et on consulte de la vidéo en streaming. Je crois que d'ailleurs là, on est en streaming, et je pense qu'il est possible, avec la 4G d'Orange, de regarder sur son smartphone une séance ou une journée du Web Today. Donc on a des besoins qui augmentent, qui sont de plus en plus forts. On fait du cloud aussi sur son mobile. Et puis, on a des besoins de connexion aussi en mobilité, parce qu'on veut avoir accès à ses mails, à toute une série de choses, à ses applications, bien sûr, permettre de commander un service sur son mobile. Mais on va dire que les temps, et surtout le fait qu'on n'ait jamais de rupture de chaîne en mobilité quand on utilise son réseau mobile actuel, n'est pas assuré. Donc, je prends l'exemple d'un joueur, d'un jeune qui fait de la vidéo, très souvent, y compris en mobilité. À la fois, les ruptures possibles de charge et les temps de latence, comme j'ai dit tout à l'heure, trop longs, ne permettent pas d'avoir une bonne qualité et nous obligent à avoir, demain, un nouveau réseau, le réseau qu'est la 5G. Et puis, j'ai parlé un peu, je suis là, et je vous donnerai que 3 convictions, j'allais dire. Si vous avez le sentiment qu'il y a une vraie dépendance entre les réseaux et les services, je serai déjà satisfait. Et puis je vous donnerai 3 petites convictions pour vous montrer ce que l'on est en train de faire et surtout se projeter dans le monde de demain. Mais vous avez déjà, sur ce slide, vous voyez sur la droite, on parle de voitures autonomes, de robots industriels. Ça, c'est tout à fait important. Aujourd'hui, les villes, les opérateurs, les collectivités locales, se mettent ensemble pour couvrir des espaces urbains, des espaces périurbains, des espaces ruraux, pour avoir une couverture maximale des réseaux très haut débit, que ce soit les réseaux mobiles ou les réseaux fixes, fibre à la maison. Ce dont on est certain, c'est que quand la voiture autonome va se mettre en route, ça va non seulement, et j'y reviendrai, ouvrir un nouveau modèle économique et vous donner plein de perspectives de développement de nouvelles idées et d'innovation, mais ça va surtout nous mettre dans l'obligation, plus seulement d'avoir des villes très connectées, Smart City avec des services, mais d'avoir des axes de transport, des axes de réseau qui soient connectés à très haut débit en permanence. Vous imaginez votre voiture aujourd'hui, ou comme moi quand je tournais autour de cette salle parce que le parking était plein, si mon GPS est en panne, je tournerai un petit moment, peut-être que je demanderai un conseil à quelqu'un, normalement je dois m'y retrouver, c'est pas dramatique. Quand on sera dans une voiture autonome, s'il n'y a plus de réseau, ça peut être beaucoup plus dramatique. Ça peut être dramatique parce que déjà, ça peut mettre en insécurité les passagers. On revient aussi au fameux temps de latence, c'est du très haut débit avec un temps de latence faible. Donc si j'ai un temps de latence de 20 millisecondes ou plus de réseau, je suis susceptible d'avoir un accident. Et donc cette voiture, pour être autonome, elle a besoin d'avoir du débit tout le temps. Et si on n'amène pas justement
et pas seulement dans les villes, sur tout notre territoire, des solutions de connectivité à très haut débit, on risque d'avoir, un mot à la mode, mais déjà ancien, une fracture numérique qui se crée, parce que c'est plus seulement, on n'ira plus que dans les villes, on n'aurait plus qu'aux endroits où il y a de la connectivité, et aux endroits qui en sont exclus, on risque de ne plus y aller, de ne plus s'y déplacer, de ne plus y vivre, de ne plus y travailler. Et donc ça, c'est important, je pense que c'est un changement de paradigme important. Aujourd'hui, on se bat, et je le dis, on est encore en plein milieu de ce chantier de couvrir sur nos réseaux mobiles et fixes, d'amener du très haut débit dans les foyers, dans les villes, déjà, c'est vrai sur la métropole de Nantes, dans les campagnes, d'amener du très haut débit. Ce sera plus suffisant de l'amener à un endroit. Il faudra qu'on amène cette connectivité sur nos réseaux de transport. Ce que nous avons commencé à faire sur Orange, par exemple, sur les lignes à grande vitesse, sur les autoroutes. C'est très important. Et puis cette connectivité permanente, je parlais de sécurité, mais pour les nouveaux business qui vont se créer et qui sont j'allais dire à vos pieds, vous pouvez vous précipiter, il y a plein d'idées, c'est que dans une voiture, mais il va falloir animer, faire du spectacle, offrir du contenu pour occuper les personnes qui seront dans leur voiture autonome. Donc ça va être avant tout de l'audience pour les personnes qui vont créer des services. Pour créer de l'audience, il faudra du contenu, parfois du contenu interactif, donc du réseau, donc du débit. Et donc c'est important aussi pour que le modèle de voiture autonome fonctionne, que l'on ait accès à ces réseaux très haut débit. Puis un autre élément, alors je le dis tout de suite, je devais vous dire ça sur un slide qui devait être le suivant, où du coup je l'ai dit à ce moment-là en regardant ce triangle, c'est tout ce qui concerne la robotique. Alors on en parle beaucoup, de robots, d'intelligence artificielle. Le problème que nous avons avec les réseaux d'aujourd'hui, c'est que c'est le robot à l'intérieur, dans le dur, qui doit emmener le maximum d'intelligence. Demain, avec notamment la 5G, on pourra embarquer sur du cloud l'intelligence, et donc on aura un robot qui sera beaucoup moins lourd, volumineux, beaucoup moins cher, et qui offrira d'autres perspectives dans la vie au quotidien, dans la vie des commerçants, dans la vie des personnes qui sont hospitalisées, puisque l'intelligence sera dans le cloud. Aujourd'hui, les temps de latence trop importantes ne permettent pas d'assurer une sécurité et d'amener des informations à un robot pour qu'il soit suffisamment réactif, sans embarquer dans le dur un certain nombre d'informations. Demain, un robot, et donc je le dis demain, je suis en 2020, donc c'est vraiment demain, c'est dans 3-4 ans, on commencera à avoir des robots grand public arriver, et puis on peut aussi avoir des robots industriels. Imaginez, des robots industriels auront plus besoin d'embarquer en dur leur intelligence, auront plus besoin d'avoir autant d'opérateurs à côté d'eux, parce qu'aujourd'hui, il faut presque un homme à côté d'un robot. Parfois, j'en ai fait l'expérience, parfois il y a 3 hommes autour d'un robot pour être sûr que ça marche. Demain, on pourra complètement sortir cette intelligence et le mettre dans le cloud. Donc c'est tous ces exemples d'usage que permettent les réseaux et les nouveaux services. C'est juste un exemple. Je vous ai parlé de LoRa tout à l'heure. Avec LoRa, et là c'est un exemple qu'on a déployé de capteurs et donc de mini-antennes qui se retrouvent chez nos salariés, il y en a 2500, et qui font en eux-mêmes un réseau qui est dédié aux objets connectés, sur une basse fréquence, qui permet juste aux objets de parler entre eux. C'est une technologie qui est utile aujourd'hui, absolument nécessaire pour ne pas utiliser de la bande passante sur d'autres réseaux. Et c'est quelque chose qu'on retrouvera en partie dans une bande qui sera intégrée à la 5G demain à partir de 2020. Mais le besoin et le développement des objets connectés à la maison et en mobilité, là en l'occurrence à la maison ou dans les bureaux, nécessitait d'avoir des technologies intermédiaires. Aujourd'hui, on estime qu'un particulier a 6-7 objets connectés en permanence. À l'horizon 2020, les particuliers auront entre 15 et 20 objets connectés à la maison. Il fallait aussi qu'on ait des réseaux dédiés pour aussi désaturer les réseaux traditionnels où passent d'autres données. Et puis juste, on est à Nantes. J'ai la chance de m'occuper de ce beau territoire de l'Ouest pour Orange. C'est un mauvais exemple, en fait, que je vous ai mis, parce que ça, c'est les cartes très traditionnelles par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, des couvertures. Mais c'est pour vous montrer quand même le chantier immense. Et je donne souvent cet exemple. C'est parfois beaucoup plus impressionnant la construction d'une grande tour ou les constructions immobilières avec, comme à Nantes, une centaine de grues en permanence dans la ville. Là, on voit, c'est spectaculaire. Déployer la fibre ou un pylône pour mettre une antenne mobile, c'est quand même beaucoup moins spectaculaire. Et pourtant, les réseaux aujourd'hui, le déploiement des réseaux très haut débit et l'investissement qu'on y met, que ce soit sur la 4G aujourd'hui et demain la 5G ou sur la fibre, c'est le plus gros chantier de France. Et on voit déjà qu'aujourd'hui, et pourtant ce n'est pas toujours suffisant, quand on regarde simplement la couverture globale, on a déjà plus de 90% de ce territoire
qui accèdent à la 4G d'Orange sans problème. On a déjà à peu près 600 000 clients qui peuvent avoir accès à la fibre d'Orange sur tout le territoire. C'est un effort maximal, mais ça nécessite beaucoup de ressources. Mais ce sera certainement insuffisant pour passer le palier de 2020. C'est pour ça qu'on se lancera en complément dans les réseaux 5G. Alors j'ai parlé de 3 petites convictions. Je me contenterai de ça. Après, j'espère avoir fait le lien entre les métiers d'innovation dans les services et puis les infrastructures qui sont quelque chose d'absolument primordial. J'ai dit tout à l'heure qu'on avait une interdépendance positive, mais vous voyez bien qu'elle est vitale. Je pense que l'innovation ne peut venir qu'à travers la modernité en fait, de nos réseaux. Et on est bien parti en France. Je le dis, parfois on a tendance à se dire qu'il y a des pays européens qui sont meilleurs que nous, qui sont sur la connectivité et les réseaux. On a certainement parmi les réseaux les plus modernes, on a parmi les pays les plus couverts, les mieux couverts en 4G, et on est un des seuls pays à avoir choisi la technologie FTTH sur la fibre, c'est-à-dire équiper chaque maison et chaque appartement avec une fibre optique qui demain n'apportera plus le débit que vous connaissez aujourd'hui et qui est déjà gigantesque par rapport à ce qu'on connaissait avant sur le cuivre, et qui demain amènera des gigabits, des dizaines de gigabits, et qui pourra évoluer en termes de débit. Alors première conviction, il n'y en a que 3. Une ville bien connectée ne suffira plus à attirer. J'ai largement introduit le sujet tout à l'heure, vous savez, je vous ai parlé d'un sujet que je devais évoquer plus tard. J'allais dire, c'est presque déjà has-been, même si c'est encore notre combat du jour, puisqu'aujourd'hui, on continue à couvrir en très haut débit, et donc il y a des quartiers encore qui ne sont pas couverts en très haut débit fixe et ou mobile. C'est encore un enjeu dans les villes. Mais demain, dans la décennie 2020, ce sera insuffisant de simplement penser à la couverture des villes, de penser à une couverture plus bas débit ou avec un débit moindre dans les zones périurbaines ou rurales. Il faudra qu'on ait des villes qui nous permettent... Non, je crois que c'était pour tester le retour en arrière. Il faudra que nous ayons des villes qui soient bien plus connectées et qui soient connectées en permanence. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On sera sur les réseaux de transport, on sera sur des voies et des technologies qui permettront à nos clients, à vous, à nous, de créer en nomadisme, de pouvoir avoir la liberté d'évoluer et plus seulement de donner la possibilité à quelqu'un de travailler à la maison en faisant du télétravail, ou de pouvoir profiter de ces programmes 4K en regardant sa télévision à la maison. Donc il y a une forme de modernité qui va passer par un enjeu sur une couverture des réseaux, sur tout le territoire, et qui sera certainement, je le pense en tout cas, aussi structurant que ce que l'on peut observer sur d'autres réseaux qui sont encore parfois en évolution, comme la LGV, qui va toucher très bientôt l'Ouest et le Grand Ouest de la France. On se dit quand la LGV arrive... potentiellement, les prix de l'immobilier peuvent augmenter, on a une attractivité économique plus forte, etc. Un train, ça se voit, on refait une gare, on attire d'autres entreprises. L'attractivité majeure demain, ce ne sera pas seulement un outil de déplacement, mais ce sera d'avoir cette connectivité sur tout le territoire. Et bien sûr, les questions de financement, de responsabilité des uns et des autres va se poser, parce qu'on le voit déjà aujourd'hui sur la problématique réseau. Il y a bien sûr les opérateurs, qui sont des acteurs importants, mais aussi des collectivités locales, d'autres acteurs privés. Et donc il faudra qu'on ait en tout cas l'ambition d'offrir cette connectivité partout sur le territoire. Tout à l'heure, je vais reprendre l'exemple de la voiture autonome. On voit que la voiture autonome et les systèmes aujourd'hui de voitures payantes à, je ne sais plus, je crois qu'elle coûte 23 ou 24 000 euros en moyenne en France, la voiture neuve achetée par un Français ou une Française. Demain, on va complètement faire exploser ce modèle-là. Demain, on aura une voiture connectée, on arrivera à créer de l'audience à l'intérieur, donc créer des revenus, vous allez en créer plein, des revenus, créer du divertissement. Et la voiture, vous imaginez, une voiture qui a de la connexion, des services aussi. Il faut penser qu'on aura certainement un système opérateur qui permettra de superviser les défaillances éventuelles de la voiture, les éléments électroniques qu'il faut réparer. Donc tout ce système pourra se faire à distance. Et demain, vous aurez certainement la capacité, au prix d'un Vélib, de prendre votre voiture. Elle sera tout le temps gratuite. Puis on vous la laissera même certainement à la maison. Et il y a tout un système à inventer, parce que le système de voiture payante dont je suis propriétaire va certainement être obsolète d'ici quelques années. Et j'allais dire, je ne veux pas vous provoquer dans la salle, mais j'allais dire aujourd'hui, ce que l'on fait en termes d'innovation autour de l'intermédiation est quand même pas toujours très innovant. On invente une belle application mobile,
on raccourcit les délais, on a un système d'organisation qui est mieux fait que les systèmes traditionnels, puis on améliore un petit peu le service d'un système et d'un métier traditionnel qui existe depuis des décennies. Et puis on met ça sur une application mobile et on a beaucoup de succès, si tout va bien. Il y a aussi des tentatives qui ne se transforment pas forcément en succès. Mais je vais dire, on est au tout début de ce que l'on sait créer. Demain, on va créer vraiment de nouveaux modèles économiques, et ce ne sera plus seulement le taxi Uber ou le taxi privé qu'on prendra, ce sera une voiture qui sera mise à disposition, et il y aura d'autres formes de revenus qui vont permettre largement de le financer. Et donc on peut penser qu'un opérateur comme Orange, que d'autres sociétés pourront éventuellement mettre des voitures à disposition de leurs clients et auront un autre rôle, un autre business model. On a d'ailleurs, et on l'a annoncé il y a quelques mois, Orange s'est lancé dans un partenariat et dans une recherche de développement avec Peugeot et Ericsson pour imaginer des services de demain. On en a mis deux qui sont plutôt relatives à la sécurité. Le fait que, quand la voiture qui vous précède tombe sur un obstacle, puisse informer la voiture qui succède, en fait, à la voiture qui est tombée sur un obstacle, ou une voiture qui est accidentée et qui est repérable et dont l'information est donnée à l'automobiliste. On est encore sur des choses simples, mais on peut penser que tout cet écosystème va changer. On peut penser aussi que cette ville bien connectée qui ne suffit plus et la connexion qui est présente partout peut changer d'autres business models, mais j'allais dire, aujourd'hui, on est un peu sur classique, comme je l'ai dit aujourd'hui, on est sur moderniser finalement des métiers qui existent depuis très longtemps. Il n'y a pas beaucoup d'inventions, de nouveaux services pour le client, c'est juste la facilité, j'allais dire la qualité et la vitesse d'intermédiation qui fait la différence. Et puis on se pose toujours la question sur, je vous ai dit 15% d'objets connectés, si demain on a 100% de nos objets du quotidien qui sont connectés, qui va prendre le business, qui va distribuer ces produits? On se dit qu'il y aura peut-être de nouvelles formes de distributeurs, et puis on se dit aussi que quand 100% des mondes sont connectés, il restera peut-être un marché de bijoutiers qui vendront seulement une autre technologie et un autre modèle. Donc, vraiment retenir que la ville connectée, j'ai dit c'est has-been, j'ai dit que c'est encore un gros chantier, ce sera has-been à l'horizon 2030. Il faudra qu'on aille beaucoup plus vite sur le territoire. Les objets connectés gagnants seront gratuits. C'est une conviction personnelle, c'est 3 convictions personnelles que je vous donne, hein, parce qu'il se peut que, y compris chez Orange, on puisse avoir d'autres idées sur ce système. On voit bien que les objets connectés aujourd'hui, qui sont gagnants, qui se développent, n'ont pas vocation à se vendre très très cher. Et je rebondis sur mon principe de voiture connectée à 1 €. On voit bien que le phénomène qui va permettre de libérer, de faire exploser les objets connectés qui bagotent quand même. Moi, je me souviens d'études il y a 4-5 ans où on annonçait qu'à l'horizon 2020, il y aurait au moins 50 milliards d'objets connectés dans le monde. On a pensé, y compris de très grosses marques, on pensait que la montre était un marché énorme et que la montre connectée allait ravager l'ensemble du secteur de l'horlogerie. On voit que les choses s'installent plus doucement, on voit qu'elles arrivent sur la santé, sur le sport, mais on voit que tout ça prend un peu de temps. Je pense que les modèles sont à réinventer, mais qu'on sera plutôt dans de la mise à disposition d'objets connectés, donc gratuits pour le client. Et le modèle à inventer, c'est à travers les services que l'on proposera, ou l'audience, hein, à travers des contenus qu'on pourra proposer, qui seront gagnants et qui permettront demain d'avoir le succès escompté. Donc on peut penser que l'explosion va venir à partir de la mise en œuvre de nouveaux business models, et pas seulement, comme j'en ai l'impression moi aujourd'hui, qu'on est seulement sur la vente d'un device, qui est souvent d'ailleurs pas vital, qui est secondaire, qui est pas très cher mais qui est quand même payant, qui est parfois un accessoire, hein, qu'on peut s'amuser à utiliser dans des périodes courtes, après l'avoir eu en cadeau, et puis qui peut vite s'oublier dans le 3e tiroir de la commode. Et donc aujourd'hui, on voit très bien que cette explosion, elle est pas encore réalisée, et qu'il y aura aussi des conditions économiques pour qu'elle arrive. En tout cas, on y croit. Et ces objets ont besoin aussi de débit. Et donc, quand cette explosion arrivera, il faudra aussi qu'on ait des connexions, des réseaux qui soient au point. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de la 5G, mais le plus innovant dans les réseaux qui arrivent, c'est le principe du slicing, c'est-à-dire que toutes les sous-couches réseau et le choix des réseaux par l'opérateur pour offrir le meilleur service au client se fera entre tous les réseaux existants très haut débit. On aura des couches de 4G, de 5G, de fibre à la maison, un peu de LoRa, des connexions parfois Bluetooth. On innove aussi, et on a, comme d'autres acteurs, on n'est pas les seuls, hein, on regarde ce qu'on peut faire en Li-Fi, c'est-à-dire avoir des connexions via la lumière. Donc on aura cette multiplicité de réseaux. Notre boulot sera d'assurer partout
à la même vitesse, avec le temps de latence le plus faible, un réseau de qualité à tous les nouveaux clients, il y en aura beaucoup, d'objets connectés. Le troisième principe, parce que l'heure tourne, le troisième principe, alors c'est peut-être une banalité, mais tout ce qui est connecté sera sécurisé tôt ou tard. Alors ça arrive déjà aujourd'hui. Mais les spécialistes de la sécurisation aujourd'hui, c'était plutôt les banques, c'était plutôt là où voilà, la valeur était certaine et que des actions à distance, des hackers, permettaient d'intervenir, voire de spolier une valeur à un client, à une entreprise. Aujourd'hui, très clairement, on sera sur des objets du quotidien qui auront besoin d'être sécurisés. Alors, on a commencé, Orange d'ailleurs est un acteur de la cybersécurité, où on a même des hackers éthiques qui interviennent pour les entreprises. Alors dites-vous déjà qu'aujourd'hui, le nombre d'entreprises qui craint vraiment une attaque massive qui peut remettre en cause la viabilité ou le système économique de son entreprise est relativement faible aujourd'hui en France. On a des très grosses entreprises, des entreprises aussi qui ont une expérience, qui ont une vraie compétence SI, donc on ne touche pas encore, ou pas encore assez, même si on les adresse, les petites entreprises, toutes ces entreprises qui demain seront susceptibles d'être piratées et d'être victimes d'insécurité. Mais ça va toucher aussi le grand public. J'ai dit la voiture demain, c'est plus l'alarme qui fait beaucoup de bruit sur la voiture, c'est des systèmes embarqués qui permettront de sécuriser la voiture, mais de sécuriser le système, le cœur de la voiture, pour éviter que la voiture tourne à gauche quand elle devait tourner à droite, pour éviter que les vitres restent ouvertes sous la pluie, pour éviter que la voiture ne fonctionne plus. On aura besoin de sécuriser tous ces systèmes à distance, sécuriser les clouds des entreprises et des particuliers. Et donc cet enjeu majeur de la sécurité, je pense que la conscience est réelle chez peu d'acteurs aujourd'hui, et ça va devenir un corollaire à la fois de l'explosion de la connectivité et des objets connectés. On aura tous besoin d'une sécurité accrue, et donc il y a aussi un immense marché autour de la cybersécurité au sens large, qui est encore à inventer d'ailleurs, parce que je pense que les solutions qui sont proposées sont encore lourdes, sont encore à leur balbutiement, parce que peuvent être encore fragiles en termes de sécurité. Et donc on a vraiment un secteur autour de la cybersécurité qui va remplacer tous les vigiles du monde, tous les transporteurs de fonds, tous les distributeurs, tous les Arsène Lupin qui passent par la fenêtre et qui ouvrent les volets. Ce ne sera pas ça l'enjeu, ce sera vraiment la sécurisation des données et des objets connectés. Donc c'était la troisième et dernière conviction que je voulais évoquer avec vous. Alors avant de vous dire merci définitivement, parce que j'ai encore une minute, j'espère en tout cas que vous avez conscience qu'un opérateur comme Orange, ou un autre, et puis ceux qui ont l'audace de créer l'écosystème des startups, etc., ne sont pas si différents de nature, se posent souvent les mêmes questions, ont, je suis sûr, en tête souvent les mêmes orientations, et ont une interdépendance qui est vitale. C'est-à-dire, je pense que votre innovation, elle est dépendante de l'innovation qu'on réalise sur les réseaux. Mais l'innovation qu'on réalise sur les réseaux, elle est liée aussi au service et à l'innovation qui est réalisée par vous auprès des clients. Et donc, la valeur que l'on va créer est très importante et sera liée au réseau. Et puis, on a vu des GAFA tenter de faire des réseaux à 3 km au-dessus de la Terre, souterrains. Ça ne s'invente pas, le métier d'opérateur de réseau. C'est une vraie compétence, rare, dure. Et donc ce qu'on appelle la boucle locale, qui est un fil de cuivre avant et qui a une fibre optique maintenant, va être absolument essentiel dans le développement économique de notre pays et puis dans le vôtre, et toute l'audace que vous aurez, parce que comme je l'ai dit, j'ai aussi la conviction que le terrain de jeu, le champ d'innovation est énorme et qu'il est encore exploité à certains endroits beaucoup, et Nantes pour ça est une ville très dynamique, à d'autres un peu moins. On est aussi sur un marché où la concurrence est internationale, mais je crois qu'il ne faut pas avoir peur, et on a surtout un terrain de jeu et d'expérimentation globale ici en France, en étant, et j'en suis sûr, les meilleurs partenaires du monde pour faire vraiment briller notre pays dans les prochaines années. C'est une conviction forte. Je vous remercie d'avoir supporté mes 3 convictions et mon petit discours, et j'espère que vous n'êtes pas ennuyés. Et je vous dis à très bientôt.